Si je veux stocker toutes les données du monde, c'est à peu près 100 grammes, 120 grammes d'ADN, donc l'équivalent d'une tablette de chocolat. Bonjour Erfan Arwani. Bonjour Jérôme. Vous êtes CEO et cofondateur de BioMemory, donc une deep tech française qui travaille sur un concept assez étonnant que vous allez nous expliquer. On sait que le stockage de la donnée informatique, c'est un défi depuis toujours, et c'est aussi une technologie qui ne cesse de s'améliorer. Il est donc possible aujourd'hui, ou il sera possible dans le futur, de stocker de la data sur de l'ADN. Vous pouvez nous expliquer ça ? Oui, alors on va partir du problème. Savez-vous qu'il y a aujourd'hui dans le monde des data centers environ 1,5 milliard de SSD de disques durs ? Bon, jusque-là, rien d'étonnant. Mais saviez-vous aussi que ces disques durs SSD ont des durées de vie qui sont extrêmement limitées ? En fait, c'est des mémoires électroniques. Donc, dans ces entrepôts de données, on doit les remplacer tous les 3 ans environ. Ça veut dire que ce milliard et demi de devices, on va le cloner sur des nouveaux devices tout neufs. Et surtout, on va se débarrasser des anciens. On peut pas les décommissionner facilement parce qu'il y a des données dessus. Et même quand on efface les données plusieurs fois sur un disque dur, on a, grâce à l'intelligence artificielle et d'autres mécanismes, la possibilité de retrouver les données du client d'avant. Donc, on va être obligé de les détruire complètement. Est-ce que vous imaginez ce que ça donne comme impact climatique et financier, les deux ? Et c'est pour ça que au CNRS et à Sorbonne Université, on a travaillé sur un concept depuis 2018 qui est d'utiliser d'autres supports que de l'électronique et en particulier une molécule qui a été inventée par la vie il y a presque 4 milliards d'années qui est l'ADN. Et donc le sujet de BioMemory, c'est d'utiliser l'ADN synthétique pour stocker des données. Alors l'ADN, on sait que c'est ce qu'il y a au fond de nos cellules, mais vous, ce n'est pas sur de l'ADN humain que vous travaillez. Hein. Votre particularité, c'est que vous fabriquez votre propre ADN, c'est de l'ADN synthétique, vous l'avez dit. Comment ça se présente ? Alors effectivement, à l'origine, l'ADN, c'est comme un petit disque dur qu'utilise la vie pour stocker le génome. L'ADN est formé de 4 molécules qu'on va associer les unes aux autres, qui sont de 4 types différents, symbolisés par des lettres A, T, G, C. Mais il se trouve que l'ADN, un petit peu comme un polymère de plastique, c'est finalement une suite de monomères. Les monomères, on les connaît, c'est des 4 lettres A, T, G, C. Et on est capable de construire, à partir de zéro, des molécules d'ADN. Donc, on a de la data numérique. Comment on met ça dans de l'ADN de synthèse ? Alors, tout commence par prendre notre fichier numérique qui est constitué de 0 et de 1, qu'on connaît bien. Et on va tout d'abord faire une opération informatique qui est de transformer ces 0 et 1 en un système dit quaternaire. Donc, les lettres ATGC. Ça reste de l'informatique. Et une fois qu'on a fait ça, on va construire, polymériser une molécule d'ADN. Ça, c'est de la biologie moléculaire. En laboratoire, avec des machines. Et donc, on va de la même manière qu'un polymère de plastique, construire nos polymères. Une fois qu'on a notre molécule d'ADN, et là, j'entends bien qu'on se figure assez mal de ce que ça peut être réellement, visuellement. Oui, on a du mal à se le représenter. Oui, et je comprends. Donc, régulièrement, les questions que je pose quand je présente le sujet, c'est « Savez-vous à quoi ressemble l'ADN ?» Et parfois, dans l'assemblée, j'ai des personnes qui me disent « Oui, j'ai déjà vu une précipitation d'ADN, c'est-à-dire de l'ADN dans de l'eau, en gros. Et ça ressemble à quelque chose de visqueux, blanc visqueux. » Je dis « Oui, tout à fait. Nous, en fait, l'ADN, on ne le stocke pas dans de l'eau, on le stocke sans eau. Donc, on va faire une dessiccation, on retire l'eau. Et là, ça va ressembler à du sel, un peu grisâtre, pas très beau à regarder, et collant. Et c'est ça l'ADN. Et ça prend pas beaucoup de place. En général, sur 1 grain de sel, on stocke 5 pétaoctets. Donc ça prend vraiment pas beaucoup de place. Et c'est l'équivalent de combien de disques durs, ça ? 5 pétaoctets, c'est l'équivalent de 5000 disques durs. Si je veux stocker toutes les données du monde, c'est à peu près 100 grammes, 120 grammes d'ADN, donc l'équivalent d'une tablette de chocolat. Si maintenant je voulais que ça soit pratique, que ça soit moins théorique, ce sera à peu près une fourgonnette. Toutes les données du monde dans une fourgonnette.
aujourd'hui, il n'y a aucun support de stockage unitaire qui fait 5 pétas. Le plus gros, c'est probablement la bande magnétique, et ça fait 18 Tera. La plus grosse bande magnétique, qui va prendre une dizaine d'heures pour la lire, je pense, fait 18 Tera. Et après, il y a des disques durs qui font 8 Tera. Ça change un peu tous les jours, mais je crois qu'on a 8 Tera actuellement dans certains data centers. Et ce grain de sel, donc, on va pas le laisser comme ça sur la table, on va le mettre dans quelque chose, on va faire ce qu'on appelle la préservation, on va le mettre dans une boîte. On utilise actuellement un support qui est un cylindre en métal. Alors un tout petit support, hein, vous l'avez là entre les doigts, de la taille d'un filtre de cigarette, on va dire. Et une fois qu'on a ça, pour aller relire mon ADN, je vais ouvrir mon support. Certains sont à usage unique, d'autres pas. Et je vais relire grâce à un séquenceur. Un séquenceur, c'est quoi? Okay. Une petite machine qu'on peut brancher sur l'ordinateur. Certains sont équipés directement à l'ordinateur, mais on peut le brancher. En gros, c'est pas plus grand qu'une clé USB. Grâce à mon séquenceur, je retiens ma suite de lettres ATGC et je les reconvertir en binaire. Donc ça paraît des opérations compliquées, mais finalement, c'est très maîtrisé. Et ça se fait suffisamment vite pour pouvoir être utilisé dans un système informatique? Aujourd'hui, la lecture, oui. Et l'écriture, non. Et donc, c'est le défi, effectivement, que s'est lancé Biomemory. Il y a 3 gros challenges. Le prix, c'est extrêmement cher pour le moment. On a des hypothèses de travail, des technologies pour baisser le prix d'un facteur de plusieurs milliards grâce à la biologie de synthèse. On va y revenir si vous le souhaitez. Le deuxième, effectivement, c'est le débit. Et le troisième challenge, c'est l'intégration elle-même. C'est-à-dire avoir un produit qui est utilisable directement en entrepôt de données. Et c'est vraiment là-dessus qu'on se concentre. Fournir une machine qui est rackable en data center, comme les autres machines, et qui est pas différente visuellement, et qui fonctionnera, d'apparence en tout cas, comme les autres. Sauf qu'à l'intérieur, il y aura un cœur d'ADN, ADN synthétique, sans être vivant, sans rien, c'est juste de l'ADN. Pas besoin de source d'énergie? Alors pour la polymérisation, si, mais c'est pas énorme. Ensuite, pour la préservation... Et pour le stockage? 0. Absolument 0, c'est neutre. C'est-à-dire que je peux dimensionner la durée de vie de mon ADN à peu près comme je le veux. Là, dans la petite capsule, c'est 50 000 ans. Mais on peut dimensionner à 1 million d'années si on veut. C'est-à-dire, à l'échelle de l'humanité, on n'est plus obligé de faire ce qu'on fait actuellement en data center, c'est-à-dire remasteriser tous les 3 ans mes supports. On peut stocker indéfiniment et on peut imaginer pas mal de choses qu'aujourd'hui qui sont critiques, notamment pour le gouvernement français, pour l'État français. On parle des essais nucléaires qui ont eu lieu pas si longtemps que ça, mais dont les données sont très importantes. On n'a pas envie de refaire les essais nucléaires, là, c'est terminé. Il faut absolument conserver ces données. Aujourd'hui, c'est sur des bandes qui sont dupliquées plusieurs fois et remasterisées tous les 3 ans. Ouais, à chaque fois, il y a toute une stratégie de sauvegarde. On sait que même les réseaux sociaux, Facebook et autres, stockent les données sur des bandes aussi et sont donc obligés... Tout à fait. On peut parler de l'exemple Google. Google, je crois que c'était en 2018. Pardonnez-moi si je me trompe sur la date, mais c'est vers 2018. 300 000 comptes ont disparu suite à une mauvaise manipulation en production. Ils sont allés chercher les comptes et les données des comptes sur des bandes. Ça, c'est Google. Ouais. Alors, cette technologie, elle serait plutôt faite pour ce qu'on appelle du backup, c'est-à-dire c'est de la sauvegarde de sauvegarde, c'est ça? Cette technologie est faite particulièrement aujourd'hui, en tout cas designée pour du stockage froid. Donc, dans le stockage froid, on a pas mal de choses, dont l'archivage. La définition qu'on a de l'archivage, c'est des données dont on ne sait pas à l'avance lesquelles on va avoir besoin et dont on va en moyenne relire 1% tous les 3 ans. Donc oui, c'est très très adapté à l'archivage et aux données froides, ce qui représente aujourd'hui dans la majorité des data centers modernes 80% des données. C'est pas une petite portion, c'est la majorité. Erfan Arwani, c'est une technologie qui n'est pas très nouvelle en réalité. Ça fait pas mal d'années que des chercheurs travaillent là-dessus. Où est-ce qu'on en est? Comment est-ce que ça progresse? Qu'est-ce que vous apportez de nouveau, vous, chez Biomemory? Bon, effectivement, c'est pas très nouveau. Hein. Ça date de la fin des années 50 avec Richard Feynman, notamment, un prix Nobel de physique américain. Première démonstration de l'utilisabilité de l'ADN pour stocker les données en 2012 avec Church. Un autre chercheur américain. Depuis, Microsoft s'y est mis avec des démonstrations multiples. Nous, qu'est-ce qu'on apporte de nouveau?
on est la seule société, et d'ailleurs laboratoire à l'origine, à utiliser la biologie de synthèse pour y arriver. C'est-à-dire que jusqu'à présent, tout ce qui a été fait dans le domaine utilisait ce qu'on appelle la chimie des phosphoramidites, et plus généralement la chimie, donc la chimie organique, donc des solvants, donc des produits qui sont plutôt chers, plutôt difficiles à manipuler, dangereux, et qui ont un impact climatique qui est important. Alors pas quand on manipule de tout petits volumes, pour faire un peu de données, mais quand on en fait beaucoup pour un data center, ça devient insurmontable. Et donc la biologie de synthèse, c'est faire fi, arrêter avec la chimie organique, et se dire qu'on va utiliser les mécanismes qui existent dans la vie, alors, pas la vie elle-même, mais des mécanismes, s'en inspirer et les réutiliser à notre avantage pour faire quelque chose qui utilise moins d'énergie, utilise moins de ressources, et les coûte finalement beaucoup moins cher à la sortie. Est-ce que c'est actuellement utilisé ou bien on parle encore au futur? C'est actuellement utilisé pour des concepts qui relèvent plus de la preuve de concept. On est dans de la maquette. Oui, ça remplace pas les bandes dans les centres de stockage dont on parlait tout à l'heure. Non, notre premier client, c'est les Archives nationales. On a stocké des textes, des petits textes. C'était plus pour la démonstration, le rôle social. Donc on a stocké officiellement des textes aux Archives nationales. On a 2 groupes internationaux qui nous ont fait des commandes pour tester des choses chez eux. À quelle échéance est-ce que ça pourrait réellement remplacer les disques durs dans les data centers? Notre objectif, c'est 2030. 2030. Donc c'est pas demain, c'est dans 7 ans. Dans 2030, on pense être capable de livrer les premières machines intégrables en data center qui peuvent stocker des exaoctets. Est-ce que ça règle également le problème de la consommation énergétique due aux besoins en refroidissement? Est-ce que c'est un système qui a besoin d'être refroidi comme les racks actuels? Et donc, on sait que c'est très consommateur d'énergie. Donc c'est une bonne question, effectivement. Non, l'ADN n'a besoin d'aucune source d'énergie extérieure, ni pour réguler l'hygrométrie, ni la température, ni quoi que ce soit d'autre. Ce qui signifie que je peux mettre mon ADN où je veux sur Terre, à moins 80 comme à plus 80, ça se conserve. Quand on connaît les chiffres de consommation énergétique des data centers, ça peut être intéressant de faire des efforts. Les experts s'accordent à dire qu'en 2030, on sera à 13% des consommations d'énergie par les data centers dans les pays développés. C'est-à-dire que sur 100% d'énergie que je produis dans un pays, 13% vont au data center. C'est plutôt énorme et c'est intéressant de faire des efforts. Mais est-ce qu'avec ça, on va se passer complètement des disques durs? Alors, à court terme, non. C'est sûr que non. Je dirais même jusqu'à 2040, ça me paraît assez difficile d'imaginer qu'on va se séparer des mémoires rapides au profit de mémoires sur ADN. Maintenant, on peut jamais prédire l'avenir. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Quand on a eu notre premier disque dur dans les années 50, on s'est dit qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est lent, c'est lourd, c'est cher. Ça faisait la taille d'un piano et ça tenait... C'est plus gros qu'un piano et ça contenait moins de données qu'une toute petite clé USB. Ouais, ça contenait même pas 10 mégas, je crois 5 mégas à l'époque. Pas grand-chose. C'était un produit IBM, enfin... C'était difficile d'imaginer. Les premiers SSD dans les années 80, on se disait aussi c'est pas solide, ça tiendra jamais rien du tout. On peut pas mettre ça en technique. Voilà, des disques durs non mécaniques. Et puis des mémoires flash. Voilà, donc il y a ces concepts-là, on sait pas vraiment dire à l'avance ce qui va se passer. Et en même temps, on voit bien que l'informatique se spécialise. Et donc c'est effectivement, si je veux faire du jeu vidéo, lire sur l'ADN, c'est un peu compliqué. Mais maintenant, il y aura j'ai pas besoin d'une réponse dans la seconde, dans la milliseconde, plutôt dans la milliseconde. Qu'est-ce qui m'empêche de faire du calcul massivement parallélisé sur ADN et d'avoir la réponse dans une minute? Ça devient cohérent. Pour l'intelligence artificielle, l'entraînement des très stockage des big data, ça a du sens. Je pense que ça a énormément de sens puisque l'ADN, alors là je suis obligé de revenir vers la vie. Une cellule type Escherichia coli, les Escherichia coli de laboratoire, qui sont des bactéries absolument maîtrisées depuis des dizaines d'années et qui ne sont pas du tout un problème, au contraire. Elles nous permettent de travailler dans tous les laboratoires du monde, oui. Mais qui donnent des maladies pour l'être humain. Dans certaines familles, en fait, il y a des familles de bactéries Escherichia coli qui donnent des maladies, d'autres qui sont
bactéries de laboratoire qui servent à faire des manipulations tous les jours. Les laboratoires, il y en a des millions dans le monde. On pourrait imaginer qu'elle puisse travailler pour nous, faire des calculs. Pourquoi ? Parce qu'une bactérie, elle est capable de recevoir différents signaux. Ça peut être des signaux lumineux, des signaux de pH, de température, plein de choses différentes. Et elles utilisent comme support de stockage l'ADN. Donc on peut tout à fait imaginer fournir de l'ADN en entrée à une cellule et qu'elle nous réponde. Là comme ça, on se dit c'est pas grand-chose. Mais une piscine olympique de cellules représenterait largement plus que tous les supercalculateurs du monde réunis fois 1000. Et donc, on pourrait faire des calculs assez intéressants. Mais ça encore, c'est une vision plutôt 2040, voilà, on est loin. On est très loin. Mais c'est possible. Enfin, on n'est pas si loin que ça. 2040, c'est pas si loin non plus. Hein. Oui, 17 ans. À l'échelle de... Ouais, bien sûr. À l'échelle de l'industrie, c'est loin, mais à l'échelle de la recherche, c'est pas énorme. Mais effectivement, ça nous permettrait éventuellement de nous passer des calculs qu'on fait aujourd'hui avec du GPU plus spécialisé ou pas pour l'IA et d'arriver à faire mieux pour quelque chose finalement qui consomme infiniment moins. Ouais. En termes de sécurité, Erfan Arwani, est-ce que les stockages sur ADN que vous développez chez Biomemory offrent plus, moins ou le même niveau de sécurité qu'un stockage classique traditionnel ? Alors ça a été un point d'attention jour 1 chez Biomemory. On s'est pas dit on verra la sécurité après, on a commencé par la sécurité. Parce que on s'est dit que avec tout ce qui se passait dans le monde, c'était intéressant au moins de se poser la question. Et en se posant la question, on s'est dit, tiens, on peut mettre des verrous de manière plutôt efficace pour que l'ADN ne puisse pas s'exprimer. Donc classiquement, l'ADN s'exprime comment ? On va avoir d'abord une traduction en ARN, puis l'ARN va donner de la protéine. Moi, je suis informaticien. Ne me demandez pas non plus d'aller vous expliquer comment fonctionne la biologie moléculaire, mais en gros, il y a ces deux étapes. Et donc, ce qu'on a installé dans le code de Biomemory, c'est des verrous qui permettent de faire le minimum d'ARN possible. Donc, on parle de promoteurs sigma sur l'ADN. Donc, ils sont étouffés. Et ensuite, si jamais il y avait un petit malin qui essayait quand même de faire de l'ARN, on y a placé des codons stop. Donc, c'est des marqueurs qui servent à dire non, tu t'arrêtes là, tu t'arrêtes de traduire. On a placé partout de manière désynchronisée. Et on a éliminé les codons start. C'est à démarrer la production de la protéine. En fait, même si il y avait des biohackers avec des volontés plutôt négatives de faire du mal à l'humanité ou autre, ils pourraient rien faire de notre ADN. Ils seraient obligés de repartir de zéro finalement, de pas utiliser Biomemory, d'utiliser autre chose. C'est-à-dire qu'ils ne pourraient pas lire les données qui sont encryptées dans vos grains de sel, c'est ça que vous voulez dire ? La donnée, parfaitement, ça ne sert qu'à être lu, en fait. Mais ils pourraient pas mettre ça dans une machine écrire et dire en modifiant l'une ou l'autre base, je vais obtenir une toxine. Ça ne peut pas fonctionner. C'est designé pour que ça ne puisse pas donner la moindre protéine, donc la moindre toxine ou un virus. Ça ne fonctionne pas comme dans le monde de l'informatique. Il suffit de réglages très précis pour que les enzymes de la vie ne puissent pas intervenir. Ça ressemble à quoi, une machine qui permet d'écrire sur un grain de sel ? Alors aujourd'hui, ça ressemble à une suite de robots sur 150 mètres carrés. Ah oui, quand même. Oui, mais on fait pas que de la biologie chez nous, on fait aussi du hardware. Donc on crée des circuits, on utilise de la microfluidique. Je vais pas rentrer plus dans les détails, mais on utilise des circuits de microfluidique. En gros, c'est des petits canaux qui transportent des fluides avec donc les morceaux d'ADN dedans qu'on va assembler. Et donc, on est en train de réduire ces 150 mètres carrés à l'équivalent de 4 rues. C'est un data center, donc les boîtes à pizza, les fameuses boîtes à pizza, comme si on empilait 4. Impressionnant. Ça ressemble à ça. Et on appelle ça, chez nous, une imprimante ADN, effectivement. C'est le petit doux nom qu'on donne. Et ce qu'on met dedans pour faire les molécules ADN, on appelle ça l'encre ADN. Merci beaucoup, Erfan Arwani, CEO et cofondateur de Biomemory.